Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler de la chèvre et on va même reparler des compères. Alors, suite un peu à la vidéo que j'avais faite, pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne, où j'avais parlé de la chèvre, des compères et des fugitifs. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, où j'ai expliqué en voix off un petit peu pourquoi j'aimais ces films. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir dessus, non pas pour ressortir les mêmes arguments, mais finalement pour la compléter, en réponse avec les critiques du Masque et de la Plume en 1981 et en 1983. Donc critique, réponse à travers le temps. Et je vous avoue que j'ai choisi ces films-là parce qu'à l'époque, le Masque et la Plume n'était vraiment pas tendre avec ces deux films, vous allez voir. Et j'avoue que mon petit cœur de fan de ces deux films, même de ces trois films avec les fugitifs, a terriblement saigné. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Oui, tu veux dire que La chèvre est supérieure au chou, c'est ça? Non. Légèrement. La chèvre, un film de Francis Weber. Ça fait 20 ans que Pierre Richard... Moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on voit Pierre Richard en distrait, en lunaire, en... Moi, il me semble qu'il est d'une consternante facilité d'avoir choisi, d'avoir confié ce rôle à un acteur qui en est devenu spécialiste et qui est en quelque sorte un licencié escalamité. C'est Miss Catastrophe depuis 20 ans. D'ailleurs, il y a une réplique qui l'illustre quand il dit à Depardieu, pour prouver combien il est monsieur manque de peau, il dit « Un jour, je me suis électrocuté en branchant une cafetière électrique. Moi qui voulait du jus, j'ai été servi. » Et malheureusement, tout est à peu près à ce niveau. C'est dommage parce que Depardieu est tout à fait formidable. Il est d'une sobriété, d'une retenue tout à fait exemplaire. En plus, il devient beau avec les années. Et il se tire. Non, mais je veux dire, il attrape en plus une classe folle. Il est bien. Il attrape joue. une classe folle. Ouais. Alors déjà dans cette première intervention, on va surtout se centrer sur le casting puisqu'on va parler de Pierre Richard et évidemment de Depardieu. Alors déjà la première constatation qu'on peut faire, c'est que on sent qu'ici on n'aime pas Pierre Richard. Très clairement, ça fait 20 ans qu'il fait la même chose. Alors pour rectification, ça fait pas 20 ans, ça fait plus 10 ans puisqu'on est en 1981 et que Pierre Richard a commencé véritablement sa carrière plus début 70. Et là, tu sens bien que on en a marre des pitreries de Pierre Richard. Et on va mettre en avant Depardieu. Et un petit peu avant dans la critique, les gens parlent aussi de la performance de Depardieu dans La chèvre. Et le truc, c'est qu'ils disent, évidemment, Depardieu est formidable. Il y en a qui disent, bah non, il est pas si formidable que ça. Mais on sent quand même que les chroniqueurs vont aller beaucoup plus du côté de Depardieu. Et en gros, nous expliquer que Pierre Richard, c'est bon, il nous a saoulés avec ses pitreries et tout ça. Alors moi, ce que je voudrais dire juste sur ce point, c'est que oui, si on peut reprocher peut-être à Pierre Richard, pendant les 10 années qui ont précédé La chèvre, d'avoir un petit peu fait toujours les mêmes films. C'est un acteur qui a énormément basé les gags sur de la gestuelle, sur la façon dont il va se casser la gueule, la façon dont il va agiter ses jambes, ses bras, etc. Il va faire vraiment le pitre. Ça n'enlève pas la qualité de certains de ses films dans les années 70, parce qu'il y a beaucoup de ces films que moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'avec La chèvre, pour moi, on passe véritablement à un autre cap. C'est-à-dire que Weber va prendre cette base de pitrerie de Pierre Richard, sauf qu'il va véritablement la canaliser. C'est-à-dire qu'il va se servir en fait de ce qu'est Pierre Richard et de ce pourquoi les gens se déplacent en salle pour aller le voir, c'est-à-dire le fait qu'il se prenne une porte dans la gueule ou qu'il se casse la figure, mais sauf que lui, il va véritablement bien mieux canaliser tout ça, il va garder l'essence lunaire en fait du personnage, mais sauf qu'il va l'attendrir. Il va vraiment creuser ce personnage lunaire qui peut être d'un seul coup bien plus attendrissant que finalement drôle. Et c'est en ce sens que moi je vais m'opposer un petit peu à cette vision de Pierre Richard, surtout dans La chèvre, où pour moi Weber en fait carrément autre chose. Et d'ailleurs, il avait déjà commencé avec Le Jouet, tourné en 76, donc première réalisation de Weber, avec aussi un scénario de Francis Weber, où il montrait un Pierre Richard un petit peu différent de ce que, par exemple, Claude Zidi avait montré, ou même lui-même, puisque Pierre Richard s'était déjà mis en scène dans les années 70. Patrice Restaurant. Moi, je suis un peu déçu par Depardieu, qui est très bon, mais je vois pas très bien l'utilité d'aller chercher si c'est pour lui donner ça à jouer. C'est-à-dire être le faire-valoir de Pierre Richard. Moi, j'ai pas besoin. C'est un peu comme son rôle dans Le Camion, il était le faire-valoir de Marguerite Duras. Ah oui. Depardieu, on l'attend chez Truffaut ou chez d'autres, on l'attend pas chez Francis Weber. Chez Alain Resnais. Donc il faut signaler que c'est Francis Weber, c'est son second film, qu'il avait été un peu déçu par l'accueil qui avait été fait, je crois, au Jouet, et il voulait cette fois-ci marquer un grand coup. Mais c'est pas du tout un rôle pour Depardieu. Depardieu n'est là que pour faire valoir Pierre Richard. Alors là, évidemment, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on va parler finalement de Depardieu, qui est bon dans le film, mais qui n'est qu'un faire-valoir de Pierre Richard, et que finalement Depardieu, on le verrait mieux chez Truffaut, où il est d'ailleurs excellent, ou même chez Alain Resnais. Alors avant de développer mon argumentaire, je vais laisser parler Pierre Richard par rapport à ça. Je me suis beaucoup amusé parce que vous avez vu tous les malheurs qui m'arrivent dans le film. En fait, c'est à lui qu'il arrivait tous les malheurs au Mexique. Toutes ces saloperies qu'on attrape en marchant pieds nus, les scorpions,
Enfin, il a eu tous les malheurs du monde sur ce film et j'étais miraculeusement protégé pendant le tournage. Je tiens à le dire parce que le calvaire était pour lui, pas pour moi. Alors voilà, le calvaire était pour lui, pas pour moi. Alors évidemment, la Pierre Richard parle de l'envers du décor, parle du tournage. Mais c'est là où je voulais en venir. Quand on parle de Depardieu faire valoir de Pierre Richard, plus on regarde le film, plus je trouve que cette vision est en vérité un petit peu fausse, un petit peu biaisée. Pourquoi? Puisque c'est Depardieu au fur et à mesure du film à qui il arrive tous les malheurs. Je pense par exemple à la scène de la prison où Depardieu est convaincu que c'est Pierre Richard qui va se faire choper et se faire battre à mort par les geôliers. Et en vérité, ça tombe sur Depardieu. Après, Depardieu a un lacet qui craque, etc., etc., ça s'enchaîne. Et qu'est-ce qui se passe à un moment du film? C'est que Depardieu finit par avouer à Pierre Richard qu'ils sont perdus dans la jungle et que Depardieu a complètement perdu la boule, etc. Et qu'est-ce que ça signifie en ce sens? C'est que la véritable chèvre, en vérité, c'est bien Depardieu. Quand on dit par exemple l'expression « tu m'as rendu chèvre, vous m'avez rendu chèvre », c'est exactement ça. En vérité, ce qu'on pourrait prendre comme la chèvre, c'est Pierre Richard au départ, mais plus avance le film, et plus en vérité, c'est Depardieu qui devient complètement victime de cette situation et qui, d'un seul coup, hérite presque de la malchance de Pierre Richard. Et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette analyse de Depardieu faire valoir de Pierre Richard, puisqu'on se rend bien compte que plus on regarde le film également, plus en fait on sourit bien plus des réactions de Depardieu que celle de Pierre Richard, par exemple, qui se casse la gueule. C'est rigolo, allez, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et c'est toujours très drôle parce que Weber en fait un personnage véritablement attachant. Mais ce qui est assez bluffant quand on regarde la chèvre, c'est qu'à la finale, c'est plutôt Pierre Richard qui, on a l'impression, sert un peu la soupe, en fait, à Depardieu. Non pas que Depardieu soit pas excellent, bien évidemment, mais ça veut dire que le faire-valoir n'est pas vraiment celui qu'on croit. Alors cela dit, il y a un gros défaut, et si on le voit en salle, ce qui a été mon cas, on s'en rend tout de suite compte, parce que le public réagit de cette façon-là, c'est que les 3/4 des gags sont préparés 20 minutes à l'avance. Oui. C'est-à-dire que les gens savent à quel moment il va cogner dans une porte, à quel moment il va oublier quelque chose, oui, etc. C'est un problème de mise en scène, c'est-à-dire je crois mais il rit ou pas Et j'en ris beaucoup. Ah, c'est déjà quand même pas mal. Alors là, le critique reproche l'automatisme du gag, l'automatisme des choses qui vont faire rire, l'automatisme des gags de Pierre Richard qui va se prendre les pieds dans le tapis, etc., etc. Alors là, moi, je suis pas vraiment d'accord. C'est pas des choses que tu vois venir, c'est des choses que, oui, tu te dis, de toute façon, si on a engagé Pierre Richard dans le film, c'est effectivement pour qu'il y ait une succession de gags, mais pas non plus toutes les 2 minutes, et que ce ne soit pas finalement ce que j'appelle moi un film tarte à la crème, qui ne repose que sur une succession de scènes où Pierre Richard va se prendre les pieds dans le tapis ou va se casser la gueule. La chef, c'est absolument pas ça. C'est un scénario où on part à la recherche de quelqu'un, donc il y a un côté aventure dans le film. C'est pas juste, je sais pas moi, un publicitaire dans Paris maladroit et lunaire. Et c'est surtout une machinerie bien huilée à la Francis Weber, et qui va préparer méticuleusement ses gags et surtout ses dialogues. Et c'est une machinerie implacable. Chez Weber, tu ne peux pas remplacer un mot par un autre quand tu es acteur. Donc effectivement, on a cette impression de choses extrêmement préparées, mais je pense que le rire, quand tu veux le gagner, que tu t'appelles Pierre Richard, Gérard Depardieu ou même Louis de Funès, bah, il faut le travailler, il faut le préparer. Il y a comme une espèce de machinerie, même si évidemment, on n'enlève pas la folie de l'artiste, la folie de l'acteur, bien sûr, et peut-être aussi sa spontanéité, mais il y a quand même aussi un gros travail de préparation pour aller chercher le rire. Et d'ailleurs, le critique le dit. Il le dit, les gens rient quand même. Donc si les gens rient, c'est que les choses sont méticuleusement préparées. Et puis, il y a aussi le talent de l'artiste, il y a aussi le talent de Weber, qui sait jouer avec l'émotion du personnage, qui sait jouer avec le comique de situation, sans en faire trop. Et je redis encore pour moi que La Chèvre, c'est très très loin d'être un film tarte à la crème. Et c'est surtout un buddy movie, chose qui se fait pas énormément en France. Je ne dis pas que ça n'a pas existé avant La Chèvre, puisqu'on a vu par exemple L'Emmerdeur, toujours scénarisé par Francis Weber, et peut-être même d'autres films dans les années 60 ou 70. Mais c'est vrai qu'en France, je pense que Francis Weber là popularise vraiment le buddy movie qui vient surtout des États-Unis. Alors c'est un film qu'on peut mettre en effet très légèrement au-dessus de La Soupe aux choux. Et boum, la bombe atomique tombe. C'est un film qu'on peut mettre un peu au-dessus de La Soupe aux choux. Voilà, c'est dur là. Là, j'avoue que c'est très très dur. Parce que ce n'est pas que je suis contre La Soupe aux choux, si tu veux. C'est un film que je regardais étant gamin avec assez d'amusement. Mais c'est pas un film, bizarrement, qui m'avait toujours, qui m'avait toujours foutu par terre. Et puis, c'est un film que j'ai revu, par exemple, La Soupe aux choux. Et La Soupe aux choux, c'est un film que je ne peux plus revoir, très clairement. Pour moi, c'est pas loin quand même d'un navet. Même si,
il y avait de très bonnes intentions dans La soupe aux choux, et d'ailleurs c'est adapté d'un roman, où on parle finalement de vieux qui veulent fuir cette société de consommation, qui refusent aussi la vieillesse. Donc il y a un côté très tendre, si tu veux, dans La soupe aux choux, mais le problème c'est que derrière tu as un metteur en scène qui s'appelle Jean Giraud, et qui pour moi n'a pas les épaules, n'est pas à la hauteur du roman, et on va partir pour moi dans de la gaudriole, dans ce que j'appelle, oui, l'humour très très beau français. On arrive même à faire mal jouer Villeray. Villeray est insupportable, alors que moi, Villeray, pour moi, c'est un des plus grands comédiens français. Et là, très clairement, au bout de 5 minutes, je peux plus le supporter. Les concours de paix, même Jean Carmet, qui est un acteur extraordinaire, eh ben, il joue bien, oui, il s'en sort, oui, mais face à un scénario pour moi indigent, une mise en scène quasi inexistante, et puis voilà, puis de la vulgarité à n'en plus finir. Moi, pour moi, La soupe aux choux, je ne peux pas regarder ce film. Et le fait de dire c'est un peu mieux que La soupe aux choux, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être là une erreur d'appréciation sur le type de comédie. C'est pas parce que c'est une comédie avec Pierre Richard qui va jouer évidemment sur beaucoup de choses visuelles, sur du comique. On n'est pas, oui, dans un drame profond dans La Chèvre, que d'un seul coup, on doit le comparer à La soupe aux choux sortie la même année. Pour moi, c'est juste pas possible. Ça n'a clairement pas la même vocation dans un genre de cinéma populaire français d'arriver au même but, de dire les mêmes choses. Ce n'est clairement pas la même chose. T'as d'un côté un Jean Giraud qui fait vraiment un film d'une lourdeur incommensurable, et de l'autre côté, t'as un plus jeune qui s'appelle Francis Weber, et qui, pour le coup, sans aller dans un drame profond, fait un film beaucoup plus subtil, qui les met avec des failles, qui les met avec des choses où on les rend attachants, mais sans accentuer un délire comique incessant, et qui, à mon sens, serait complètement lourd. Weber évite complètement ça, et il l'évite dans beaucoup de ses films. Ce qui n'est pas le cas d'un Jean Giraud quand on voit un petit peu la carrière du réalisateur. Même si j'aime bien aller certains gendarmes, il n'y a pas de problème, mais La soupe aux choux, non, pour moi, c'est juste impossible. Là, donc, on sent bien qu'on met finalement ces deux films-là à l'époque dans le même panier. J'ai pas cette impression qu'en 2020, on voit ces deux films à quasi-égalité en termes de qualité, quoi. J'ai du mal à le concevoir quand même. Alors maintenant, on passe au deuxième film, donc Les Compères, sorti en 83, toujours réalisé par Francis Weber, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard, et ils ne sont pas plus tendres, vous allez voir. Il y a quand même une opération derrière ce film. Il y a une opération Weber. On nous dit de partout, dans le cinéma en France, que Weber est le plus grand scénariste français, qu'il a fait La Chèvre qui est un triomphe en France et pas qu'en France, que visiblement même Hollywood s'y intéresse. Bon, donc il y a Billy Wilder a fait un remake d'un film écrit par Weber. Qu'on n'ose pas montrer, paraît-il, parce qu'il est mauvais. Moi, je voudrais bien le voir. Un remake de L'Emmerdeur, c'est ça ? C'est ça. Mais il y a quand même, il y a une opération sur Weber, donc on veut nous faire croire que c'est enfin la vraie comédie française, exportable, etc. Alors on veut nous faire croire que Francis Weber est le meilleur scénariste français à l'époque. Donc cette critique, attention, date de 1983. Alors moi, je n'irai pas jusque-là à dire que Francis Weber était le meilleur scénariste français à l'époque, mais peut-être, oui, un des meilleurs, très clairement. Francis Weber s'est beaucoup inspiré de la mécanique scénaristique hollywoodienne en termes de comédie et plus principalement sur le buddy movie. Il en a bien compris la mécanique, il en a bien compris la méthode. Comment faire rire avec deux personnages qui sont antinomiques, qui ne se ressemblent pas. Je pense que ça, Francis Weber l'a totalement bien digéré. Seulement, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va singer la comédie américaine, qui va la plagier, qui va la copier sans âme, t'as un Francis Weber à côté qui lui fait un véritable film français, avec des dialogues bien français, avec des acteurs bien français, surtout quand tu prends Gérard Depardieu. Il a bien compris qu'il ne fallait pas singer la comédie américaine, mais qu'il fallait la ramener à nous, la ramener à la française, j'ai envie de dire, mais tout en gardant, oui, la mécanique des buddy movies, et c'est ce qui se passe dans La Chèvre, et évidemment aussi dans Les Compères. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur scénariste français de l'époque, mais en tout cas pour moi, oui, c'est un des plus grands dialoguistes français. Oui, je suis complètement fanboy de Francis Weber, mais je trouve que c'est un scénariste qui a véritablement le sens du dialogue, et ce depuis très très longtemps, même depuis ses premiers scénarios, même quand on prend Le Grand Blond, quand on prend plein d'autres films qu'il a scénarisés avant de passer à la mise en scène, on peut voir quand même que Francis Weber, oui, c'est pour moi un des plus grands scénaristes en France, peut-être moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, ça envoyait vraiment vraiment du lourd. Si on veut, pour aller vite, je trouve que c'est mieux que Papy fait la Résistance. C'est mieux fait. C'est mieux fait. C'est pas comparable. Non, mais on va pas se lancer dans les comparaisons entre deux merdes. Enfin, non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Parlez toujours par allusion, euphémisme, litote. Si on veut rentrer dans le détail, si on a 2 minutes, c'est quand même un peu plus sérieux
sérieusement fait que Papy ou des choses comme ça. Mais c'est vrai en même temps que ça ne prend jamais. Moi, je trouve que l'idée de départ, justement, elle n'est pas rigolote du tout, parce que cet enfant, il ne nous intéresse jamais. C'est un adolescent qui n'est jamais pris au sérieux par le film, jamais pris. Son cas n'intéresse jamais le scénariste. Mais attends, on va pas comparer deux merdes. Enfin, Papy fait de la résistance et les compères. Non. Alors là, tu sens bien qu'évidemment, la comédie française, ça ne passe absolument pas. Je ne me permettrai jamais de dire que Papy fait de la résistance, c'est une grosse merde. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas un film que je mettrais au niveau de la qualité d'un Francis Weber, oui, mais en tout cas, c'est un film que je revois toujours avec plaisir. Maintenant, le fait de le comparer avec les compères, moi, je trouve la comparaison un petit peu dure, mais je crois que les deux films sont sortis en même temps, donc c'est pour ça que la comparaison est là. Ce qui est intéressant dans ce que va dire le critique, c'est le postulat de départ n'est pas drôle. Et moi, c'est ça que je vais retenir. Et effectivement, oui, ce n'est pas drôle. Et j'ai envie de te dire que les postulats de départ, les pitchs de Francis Weber, ne sont jamais si drôles que ça. On va pas me faire croire que quand même Le Dîner de cons, qui est un film hilarant, qui est un film très drôle, eh ben le pitch de départ est très marrant. C'est quand même très cruel, Le Dîner de cons. Réunir, prendre un con, l'inviter à dîner et se foutre de sa gueule. Dans le cas des compères, tisser une trame autour d'un adolescent qui a fait une fugue. Si je prends aussi le pitch de départ des Fugitifs, c'est l'histoire d'un mec au chômage qui va faire un hold-up dans une banque pour subvenir aux besoins de sa fille. C'est pas drôle les scénarios de Francis Weber à la base, mais c'est là où est le talent du mec. C'est qu'il arrive avec des choses qui ne sont absolument pas drôles, à en faire une comédie. Alors attention, il y a chez Francis Weber une dimension assez tragique, entre guillemets bien sûr, à faire de plus en plus des comédies qui vont aller, non pas vers le tragique, mais vers quelque chose de tragicomique. Voilà. Même Le Dîner de cons, c'est tragicomique, même si on se marre pendant tout le film. Et c'est là où est toute l'identité de Weber. Et c'est pour ça que le critique ne comprend pas en fait pourquoi ça ne part pas d'un postulat de comédie déjà super drôle à la base. Bah non, mais parce que c'est tout le truc de Weber. Le truc de Weber, c'est toujours de parler de quelque chose d'important, de quelque chose de grave, et de pouvoir en faire une comédie. Il marche toujours sur un fil entre le drame et la comédie. Moi, c'est ce que j'aime chez ce metteur en scène, et c'est pour ça que pour moi, ces comédies ne sont jamais lourdingues. C'est ce qui fait pour moi l'identité de Weber. Ça n'intéresse personne. Donc alors, on peut pas nous, spectateurs, s'intéresser à des gens. C'est ce qui se passe dans le film. Je crois que la vraie leçon de pourquoi c'est effectivement pas, à mon avis, un grand scénariste, c'est qu'on ne peut pas nous faire croire que deux personnages très importants qui sont joués par des acteurs très populaires, et à mon avis qui sont meilleurs que ce que dit Gérard Lefort, mais enfin peu importe, vont se lancer à la recherche d'un garçon dont tout au long du film on ne s'intéresse jamais et on ne nous dit jamais de nous intéresser. Et ça, je crois que les films qui nous font miroiter une chasse à l'homme où la proie est nulle, c'est à mon avis tout le temps des mauvais films. Et ça, je trouve que c'est justement ça qui est mieux dans les films américains. Alors c'est vrai que le postulat de départ est ce qu'il est, il est dramatique, on parle de fugue d'adolescents, mais on sent bien que Francis Weber, là, veut absolument servir la soupe, évidemment, aux deux comédiens qu'il a engagés, et à ce fameux duo, le buddy movie, qui sont interprétés donc par Pierre Richard et Gérard Depardieu. On est en plein dedans. Ce que veut faire absolument Francis Weber, c'est faire un espèce de film d'action, comédie, etc., comme il avait fait avec La Chèvre et comme il fera avec certains films, même comme Le Jaguar et tout ça. C'est son truc à Francis Weber. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire par rapport aux compères, c'est que le thème de la paternité y est extrêmement bien développé. Donc effectivement, on se fiche un petit peu du personnage qu'on recherche, tu sens que c'est pas le but du film et qu'on va le laisser un peu de côté, donc il s'appelle Tristan dans le film, mais ça permet à Weber d'avoir toute une réflexion sur la paternité, que ça concerne Depardieu ou Pierre Richard dans le film. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il n'en fait pas qu'une vulgaire comédie d'action de deux pères à la recherche d'un fils qu'ils veulent absolument avoir, et quelque chose aussi qui va véritablement développer dans le film d'après, qui s'appelle Les Fugitifs, où là on va encore développer cette question de la paternité. Donc tu sens que Weber, à ce moment-là de sa carrière en 83, il est complètement obsédé par ça, et c'est quelque chose qui va véritablement raconter dans ce film. Qu'est-ce que c'est d'être père et quelles seront les conséquences en fait d'être père. C'est ça aussi que ça raconte Les Compères. Je pense que l'idée de départ est tout à fait brillante, quant à moi. Mais vraiment, c'est une des grandes idées de comédie comme on en voit rarement, à mon sens. Et c'est exposé tambour battant, c'est absolument parfait pendant 20 minutes.
Il y a même Madi Dupéret qui fait une panne là, mais qui l'a fait formidablement bien. Michel Lemont qui est un remarquable comédien. Et puis après, ça se gâte beaucoup, et là, je rejoins mes camarades, surtout à cause de la personnalité du fils en question, qui se trouve affublé de 3 pères. Le fils, ça tient au scénario, évidemment, on n'a pas assez soigné son personnage, et puis deuxièmement, ça tient à l'interprète. On a été choisir un petit garçon qui n'est pas intéressant du tout, et auquel on a envie de foutre des gifles tout de suite, et le renvoyer se faire voir sous des cieux meilleurs. Alors là, on sent bien que c'est toujours cette personnalité en fait du gamin recherché qui pose problème en fait aux critiques. Et à la limite, je peux peut-être les rejoindre sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est vrai que peut-être que le comédien n'a pas été suffisamment bien casté. C'est vrai qu'il a un côté très très adolescent ou à qui on a envie de foutre des claques vraiment. Mais en même temps, n'était-ce pas là le but du film, c'est-à-dire de montrer cet adolescent clairement pas reconnaissant par rapport à tout l'amour que peut leur porter Depardieu et Pierre Richard, parce qu'ils s'attachent vraiment à ce gamin. Ils sont totalement préoccupés par cette paternité, ils en peuvent plus, ils veulent vraiment devenir père. Et tu vois cette antinomie avec ce gamin qui refuse complètement ça, parce qu'il sait bien que ces deux bonhommes ne sont pas réellement ces deux géniteurs, ce sont vraiment des cons de père pour le coup. Et le truc, c'est que Weber, justement, va jouer avec cette opposition très nette, très franche, entre cet adolescent et ces deux pères qui sont de plus en plus attendrissant au fur et à mesure que le film avance. Et c'est peut-être là-dessus qu'il a voulu jouer, Francis Weber, mais ça peut avoir un côté des fois un petit peu moyennement convaincant, de par cette personnalité peut-être trop tranchée de cet adolescent qui finalement se révèle être plus antipathique que sympathique, sauf peut-être à la fin du film. Là, il fait appel à toutes sortes de clichés invraisemblables qui traînent dans toute la production courante française actuelle, à savoir les rockers et le milieu des truands. La manière dont les rockers sont présentés, c'est vraiment un festival de clichés incroyable, absolument, d'une platitude absolue. Et les milieux niçois, c'est la même chose. Alors, je trouve que c'est un peu exagéré de dire à propos de ce film que Weber est un des grands scénaristes du cinéma français, parce qu'effectivement, il y a des idées, il y a des choses, il y a des promesses, il y a des intentions, mais je pense qu'il ne va pas jusqu'au bout de ses intentions. Alors là, évidemment, ils vont reprocher à Weber de faire un petit peu dans la caricature quant au milieu niçois, quant au milieu des rockers, mais il faut quand même rappeler aussi que c'est une comédie, qu'on n'est pas là pour explorer de façon ultra réaliste certains milieux. On peut des fois dans la comédie se permettre un petit peu de raccourcis, de caricature, pourquoi pas, à partir du moment où les personnages principaux ne sont pas des caricatures. Et à la limite, si on peut reprocher peut-être que justement l'adolescent est un peu une caricature d'adolescent, oui, mais il faut quand même rappeler aussi qu'on est dans une pure comédie. Le fait de dire que Weber ne va pas au bout de ses idées, alors là, je suis clairement pas d'accord. C'est pour moi un des cinéastes qui, quand il a un pitch de départ, va vraiment jusqu'au bout. Il pousse en fait le concept de départ très très loin. On le voit évidemment dans le Dîner de cons, on le voit dans Les Fugitifs, on le voit évidemment aussi dans La Chèvre, on le voit également dans Les Compères, puisqu'à la fin on va jouer encore avec cette histoire de paternité où en fait le gamin continue un peu à les prendre pour des cons, mais j'ai envie de te dire les trois pères, que ce soit le véritable géniteur ou que ce soit les deux loustiques à côté, c'est-à-dire que on est vraiment là dans un truc où c'est l'adolescent qui va reprendre le dessus sur cette histoire de paternité et qui va décider lui de qui va être père ou non. Et il va décider que son père, ce sont les trois pères. Voilà. Donc, pour moi, il va au bout de son idée, justement, Francis Weber. Et c'est pour ça que je suis pas tellement d'accord quand on dit « Ouais, Francis Weber va pas au bout de ses idées. Dans le placard, il va au bout de ses idées. » Moi, après, j'oppose cet argument, mais c'est vrai que c'est une analyse comme une autre. Mais en tout cas, ça m'amusait de revenir sur ces deux critiques, de voir comment ces deux comédies qui sont devenues quand même, à mon sens, cultes avec le temps, comment elles étaient vues à l'époque de leur sortie. C'est plutôt amusant de voir que finalement, les comédies françaises, pas toutes, parce qu'on verra par exemple que Rabbi Jacob, c'était bien considéré justement par Le Masque et la Plume, mais on voit que là, pour le coup, Weber peut-être a un côté un petit peu agaçant du fait que on en fait un espèce de Golden Boy, quoi, comme on faisait Spielberg, le Golden Boy à Hollywood dans les années 80. On a l'impression qu'il y a un peu un rejet de Weber du fait aussi qu'il est un peu auréolé de partout. On dit que c'est peut-être l'avenir de la comédie française, etc. Et tu sens qu'il y a un espèce de truc en fait qui se passe, un espèce de rejet en fait. Donc c'est plutôt marrant de voir ce que les critiques pensaient en 81 et en 83 de ces deux films, évidemment, que j'adore et que j'espère aussi que vous adorez. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, c'est toujours très important. Le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!